d'après les premières informations qu'on a, il semble que le PAM sera dans l'opposition, même s'il y a eu une lettre de la part de son secrétaire général qui appelait une réconciliation nationale, mais il est très difficile de voir les deux formations au sein d'un même gouvernement, en tout cas pour l'heure actuelle. Pour ce qui est des autres partis, notamment qui étaient les partis qu'on peut appeler traditionnels ou historiques, elles se rangent plutôt du côté du PJD, à savoir le parti de l'Istiqlal et l'USFP. Maintenant, est-ce que le gouvernement sera formé par ces partis traditionnels d'un côté, à savoir PJD, PI, PPS, USFP, et de l'autre côté ce qu'on appelle les partis traditionnels, des partis administratifs, pardon, à savoir le PAM, l'UC, le RNI et peut-être le MP. Ça, pour le moment, on peut pas. On faudra attendre la formation du gouvernement pour le savoir. Mais en tout cas, si ça se produit, on aura deux fronts. D'un côté, le front qui a toujours représenté cette opposition au pouvoir central, et de l'autre côté, les partis administratifs. Et c'est peut-être au final ce qui représente le mieux la vie politique marocaine, ou du moins l'histoire du Parlement marocain, puisque depuis toujours, il y a toujours eu d'un côté un parti, on va dire, historique, ou comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Parti historique qui représentait une sorte de danger pour le pouvoir central, et de l'autre côté l'apparition d'un parti administratif, comme à l'époque au début de l'indépendance avec le FDIC, et ça n'a fait que renforcer le parti de l'Istiqlal et l'UNFP. Puis dans les années 70, il y a eu l'apparition du RNI pour contrer l'Istiqlal. Ça, encore une fois, ça n'a fait que renforcer l'Istiqlal. Dans les années 80-90, c'était l'UC pour contrer l'USFP, et au final, c'est l'USFP qui est arrivé au gouvernement et qui a eu la majorité au Parlement. Et puis là, c'est la même histoire qui se reproduit, c'est le parti Authenticité et Modernité qui est censé combattre le PJD pour l'empêcher d'arriver au gouvernement, et le PJD se renforce. Donc on peut avoir ce clivage qui finira peut-être par se créer au cours de cette année, mais bon, après, on verra. Il est aussi important de noter que les partis dits historiques partent d'un constat d'échec, c'est-à-dire que l'Istiqlal a perdu des sièges, l'USFP a perdu des sièges, et qui sont dans une stature de déliquescence qui fait qu'aujourd'hui, ils prennent conscience de l'importance de la remise en question pour pouvoir remobiliser leur électorat. Et pour certains, ça passe par une association avec le gouvernement et avec le PJD, notamment au niveau de l'Istiqlal et au niveau de la base militante de l'Istiqlal qui fait pression sur les instances gouvernantes du parti pour pouvoir participer. Et c'est ce qui semble pousser les différentes parties à prendre position dans la participation au gouvernement ou pas. Après, il ne faut pas que l'opportunisme post-électoral prime sur la crédibilité de l'enjeu démocratique. C'est-à-dire que si demain nous avons un PAM qui est associé au PJD au gouvernement, ou même le RNI qui a en fin de mandat eu une collaboration chaotique avec le PJD au pouvoir, ça risque de décrédibiliser l'émancipation démocratique nationale constatée et porter atteinte à cette institution démocratique en troublant l'électeur. Si pendant toute la période de campagne, nous avons deux partis qui s'opposent farouchement et qui jurent de ne pas pouvoir collaborer avec des positions très ambivalentes, on ne peut pas les retrouver à la fin associés au sein d'un même gouvernement, au risque de décrédibiliser l'intégralité du processus électoral national et de renforcer l'abstentionnisme aux prochaines élections. Mais je crois que la participation du PPS, du CP, du CIPAL, qui globalement sont des partis progressistes, se retrouve avec un parti conservateur complètement, c'est antinomique. L'Istiqlal pour moi est un parti conservateur, c'est-à-dire que si on vient apprendre la base de valeurs de l'Istiqlal et du PJD, à mon sens elles sont très proches, c'est des partis plutôt conservateurs au niveau sociétal. Les deux partis sont très libéraux au niveau économique, c'est-à-dire que le PJD a signé des accords de libre-échange notamment avec la Turquie.
au niveau économique, ils se ressemblent, au niveau sociétal, ils se ressemblent. Après, pour l'USFP, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a le précédent du PPS. Et il y a aussi cette dimension sociale dans l'approche politique du PJD. Il ne faut pas oublier que le PJD est quand même un parti qui, aux yeux du peuple, a une démarche sociale, est proche du peuple, essaie d'aider le peuple, a une vision sociétale qui est conservatrice et dans le même temps une vision sociale qui oblige à la proximité, qui oblige à la prise en considération des plus pauvres, des plus démunis. Donc au final, pour le PPS, ça n'a pas choqué au niveau de l'opinion publique, ça pourrait ne pas choquer au niveau de l'USFP aussi. Et au niveau de l'Istiqlal, je ne pense pas que l'électorat traditionnel de l'Istiqlal voit d'un mauvais œil une association avec le PJD en termes d'idéologie. Mais en s'associant avec le PJD, ces trois partis risquent d'être laminés à l'avenir. Ça, on n'en sait rien parce que depuis 2011, on voit un phénomène qui se produit de plus en plus au niveau de la classe politique nationale. C'est des dirigeants de partis ou des représentants de partis qui prennent des photos en train de faire leur prière, d'autres qui se prennent en photo et qui communiquent autour du fait qu'ils sont allés faire la Umrah ou aller faire le pèlerinage à la Mecque. Donc il y a une course à l'islam, en fait, c'est ce qu'on remarque au cours de ces dernières années, qui est le plus musulman que l'autre, qui incarne cet islam. Et ça, on l'a remarqué même en 2016, pendant les élections qu'il y a eu récemment, du 7 octobre, où certains partis parrainaient des salafistes, des anciens détenus salafistes. Notamment, on peut parler du cas de l'Istiqlal ou du MDS. Il y avait un article qui était sorti comme quoi c'était imposé par l'ambassade des États-Unis au Maroc à certains partis, mais si les partis n'avaient pas vu un intérêt à parrainer des islamistes ou des salafistes aux élections, ils ne les auraient pas pris. Et par conséquent, l'idée, encore une fois, c'est de prendre ces islamistes-là parce qu'ils représentent un vivier ou un potentiel d'électeurs qu'ils peuvent attirer chez eux. Donc ce phénomène-là, on continuera à le voir, cette islamisation de la classe politique qui va plus se tourner vers la religion. On va avoir droit encore sûrement au parrainage, encore une fois, de figures salafistes. On va avoir encore des photos et des vidéos de leaders politiques qui font leurs prières ou qui communiquent autour du fait que ce sont des bons musulmans. Et pourquoi je pense que ce phénomène-là se renforce au sein de la classe politique marocaine, c'est du fait que l'islam représente cette figure de la sainteté, la pureté, la lutte contre la corruption, la lutte contre tout ce qui est mauvais. Et effectivement, c'est un positionnement sur lequel on va davantage voir les formations politiques. Et la preuve, c'est que ça a marché pour le PJD, qui continue en fait à accroître sa base électorale, qui est passée en 2011 de 1,1 million d'électeurs à 2015 à 1,5 million ou 1,6 million d'électeurs, et puis récemment en 2016 à 1,8 voire 2 millions d'électeurs. Et donc on voit qu'il y a une croissance exponentielle de la base électorale de la formation PJD. Vous êtes d'accord avec cette approche l'islam comme valeur refuge et l'islamisation graduelle de la société marocaine? Il y a une adhésion aux valeurs musulmanes au sens large. Les gens pensent que les personnes qui s'associent à ces valeurs-là, au final, représentent ces valeurs par la force des choses. Et on a vu avant les élections que ce n'est pas forcément le cas, avec notamment le scandale de mœurs des vice-présidents du MUR. Mais dans la tête des gens, il n'en demeure pas moins que le PJD a été le premier à avoir l'audace d'investir le champ religieux en tant que formation politique. Et en étant le premier justement à oser ce positionnement sur le religieux, ils ont bénéficié de l'avantage du first comer, c'est-à-dire en étant les premiers à l'investir. Dans les yeux des gens, ça reste aujourd'hui ceux qui représentent le mieux le religieux dans le monde politique national, et les gens semblent avoir besoin de ce religieux dans le champ politique national. Et il ne faut pas oublier que la société marocaine est assez admirative au final de ce qui se passe en Turquie, notamment avec Erdogan. C'est-à-dire que pour eux, c'est un Premier ministre, puis président, puis Premier ministre, qui au final a investi le champ religieux, a permis de développer l'économie et à lutter contre la corruption, quand bien même son fils s'est entaché dans de grands scandales de corruption et dans l'industrie pétrolière notamment. Donc au final, on constate que
il y a une volonté, il y a un besoin au niveau de la population de voir le champ politique s'islamiser dans une certaine mesure, mais s'islamiser quand même.